Et bienvenue à tous à cette nouvelle conférence en ligne Julie Solutions. Tout d'abord, évidemment, laissez-moi vous souhaiter de la part de toutes les équipes Julie Solutions nos meilleurs vœux pour l'année 2019. Évidemment, comme d'habitude, je suis Jim Guino, expert produit Julie Solutions. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la protection des données du cabinet dentaire au travers du prisme du fameux RGPD qui contrôle l'accès et l'usage des données personnelles. Celui-ci reste relativement peu connu. Et donc, en tant que chirurgien dentiste, comment appliquer et se conformer aux règles que celui-ci impose. Alors évidemment, on va rester dans la réglementation pour ce nouveau rendez-vous et on va commencer tout de suite. Alors, hop. Alors, on va commencer évidemment comme d'habitude par un petit sommaire. Alors, je suis désolé, j'ai voilà mon petit sommaire. Excusez-moi. Voilà. Donc, le petit sommaire, on va commencer par le règlement général. Le règlement général sur la protection des données. Alors, on va aborder le sujet de la norme simplifiée 50 qui s'appliquait jusque-là et on va continuer sur le règlement européen. Et donc, les principes impactant la gestion des données du cabinet dentaire. On va continuer au niveau de l'utilisation des données connectées. Qu'est-ce qu'une donnée de patient? Et donc, la limitation des données collectées. Ensuite, on va continuer sur la conservation des données, la durée légale et l'information auprès des patients, l'obligation d'affichage justement de ces informations. Et ensuite, ce sera donc le registre de traitement. En fait, c'est un peu l'aspect administratif de ce RGPD. Ensuite, on va parler évidemment de la sécurité des données, point extrêmement important pour le cabinet dentaire. Donc, on va parler de quelques chiffres et ce que dit le RGPD. Et enfin, les bonnes pratiques de protection et de sauvegarde de données. Et on va terminer sur les sanctions en cas de non-respect de cette réglementation. Eh bien, on va commencer tout de suite. Et on va parler tout simplement de la norme simplifiée 50 jusqu'au donc règlement européen. Alors, cette norme simplifiée 50, eh bien, ça encadrait la gestion informatisée du cabinet médical jusque-là. Elle permettait d'adapter la loi informatique et liberté, tout ce qui est traitement de données personnelles, au cadre du cabinet médical. Ça rendait tout simplement cette loi plus souple pour la gestion du cabinet dentaire. Et donc, point extrêmement important, elle n'a plus de valeur juridique depuis l'entrée en vigueur du RGPD le 25 mai 2018. Cette norme n'est plus, tout simplement, elle ne s'applique plus. Et donc, étant donné qu'elle ne s'implique plus, la CNIL a publié un avis sur les dernières ordonnances relatives à la protection des données en novembre 2018. Et donc, dans cet avis, la Commission insiste sur la nécessité de clarifier au maximum les obligations imposées aux organismes traitant les données à caractère personnel, et notamment les petites et moyennes entreprises. En effet, le RGPD, il est assez général. Et disons, pour les cas spécifiques, disons qu'il faut vraiment entrer dans le détail de ce RGPD, ou même pourquoi pas le simplifier pour que ce soit un peu plus simple en application au quotidien. Donc la CNIL a évidemment émis un avis sur cela, étant donné qu'avant il y avait les fameuses normes simplifiées qui rendaient la vie plus facile des cabinets. Et donc, alors tout de même, à cet égard, un guide à l'attention des médecins et des professionnels de santé en général a été édité par la CNIL et donc le Comité national de l'ordre des médecins. Donc, ce document-là est très intéressant pour vous. Je vous encourage à évidemment le consulter. Il est disponible sur le site de la CNIL. Vous allez voir, on va reprendre tout un tas de points qu'il évoque. Il évoque même des cas assez étendus justement de la gestion des données pour un cabinet dentaire. Donc, c'est vraiment très intéressant et je vous conseille évidemment d'aller le consulter. Ensuite, on a parlé de la norme, on va parler du RGPD, le fameux règlement général sur la protection des données, ou GDPR, General Data Protection Regulation, en anglais, ce qui donne donc une application depuis le 25 mai 2018.
C'est un texte de référence européen en matière de protection des données personnelles pour les résidents de l'Union européenne. Il faut savoir que donc un règlement européen, eh bien, ça s'applique sans vraiment, il n'y a pas besoin de le transcrire dans la loi nationale, ça s'applique directement ou 20 jours, le cas échéant, après sa date de parution au journal officiel européen. Voilà, donc c'est un peu, disons, au-dessus des lois nationales, ça s'applique directement. Et donc tout le monde, tout résident de l'Union européenne, et enfin tous les pays membres de l'Union européenne sont donc concernés par ça. Ensuite, alors attention, depuis l'application de ce fameux RGPD, souvenez-vous, avec la précédente loi informatique et liberté, eh bien, il y avait des formalités, il y avait des déclarations à effectuer auprès de la CNIL. Eh bien, comme le RGPD intègre, disons, un principe de responsabilité auprès des opérateurs de traitement, eh bien, il n'est plus nécessaire, tout simplement, d'effectuer ce type de formalité, donc de déclaration auprès de la CNIL. Il n'y a plus besoin, en fait, tout simplement, de déclaration. Voilà, et on va parler un petit peu justement des fameux principes du RGPD. Et surtout, on va parler des principes impactant la gestion des données du cabinet dentaire. Alors, la transparence, évidemment, donc le principe du RGPD, c'est la transparence. Alors, comment elle se traduit? Elle se traduit par le consentement, en fait, de la personne à qui on récupère les données, l'affichage d'informations aux patients et également la notification en cas de fuite des données. Notification, évidemment, obligatoire. On a également, pour les principes de traitement de données, comment ça se traduit? Ça se traduit par une limitation d'exploitation des données, c'est-à-dire que les données récupérées doivent être dites limitées par rapport en fait à l'utilisation qu'on en a. Le droit à la portabilité, et on termine sur la limitation de stockage des données. En effet, pour le RGPD, en fait, les données ont un délai d'utilisation, disons, et au bout de ce délai, elles doivent être supprimées. Et enfin, on termine sur la sécurité des données, évidemment. La sécurité, donc les mesures de sécurité adéquates pour les données, et donc également la désignation d'un délégué à la protection des données. Alors, on va regarder exactement en détail chacun de ces points-là, mais pour la transparence, sur les 3 points évoqués, eh bien, le consentement, eh bien, à vrai dire, pour la gestion du cabinet dentaire, il n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que le traitement est donc nécessaire à des fins de médecine préventive ou alors de diagnostics médicaux, la prise en charge sanitaire ou sociale, mais aussi à la gestion du système des soins de santé. Donc, il n'est pas nécessaire de récupérer le consentement du patient pour créer votre fiche dans votre logiciel, tout simplement. Au niveau du traitement des données, tout ça, le cabinet dentaire est impacté. Et enfin, donc sur la sécurité des données, évidemment, les mesures de sécurité, elles sont essentielles. Et par contre, il y a une petite particularité sur la désignation d'un délégué du délégué à la protection des données. Eh bien, ce délégué, à vrai dire, en tant que chirurgien dentiste exerçant à titre individuel, il n'est pas nécessaire. Donc, vous n'avez pas besoin de désigner un DPO. Par contre, attention, si vous exercez dans une grosse structure de santé, eh bien, je vous conseille de vous retourner vers un conseil juridique, à savoir si vous êtes tout simplement concerné par cette règle de désignation du DPO. Parce qu'en effet, donc, le RGPD intègre cette fameuse notion de traitement de données à grande échelle qui est donc, disons, interprétable. Mais on pourrait évoquer pour un cabinet, une énorme structure, disons, à l'échelle régionale, eh bien, de devoir élire un DPO. Donc, pour cela, je vous conseille de vous renseigner au niveau de l'aide juridique. Donc, ça, c'est un peu tous les fameux principes impactant le cabinet dentaire au niveau du RGPD. Alors, on va tout de suite commencer par l'utilisation. Alors, avant tout simplement de limiter les données, il faut d'abord savoir qu'est-ce que sont les données essentielles pour un cabinet dentaire. Et en fait, elles ont été définies d'une façon relativement détaillée et précise. Eh bien, tout simplement, ça commence par les données d'identification. Évidemment, les données administratives sont des données du patient. Également, selon le contexte, on peut ajouter à cela la situation familiale et la situation professionnelle, mais également, donc, pour vous, la santé générale du patient. Donc, tout ça, c'est considéré en tant que données du patient, donc son historique médical, les soins, etc. Donc, vous avez tout un tas de choses.
Et enfin, donc, les informations relatives aux habitudes de vie, si collectées avec l'accord du patient et dans le stricte mesure où elles sont nécessaires au diagnostic et aux soins. Donc voilà, tout ça, ça constitue vraiment les données du patient. Alors, tout à l'heure, on parlait également en fait de la limitation des données, c'est-à-dire que les données que vous devez collecter, elles se doivent d'être adéquates et pertinentes et surtout limitées à ce qui est nécessaire à la prise en charge du patient. Également, donc seules celles utiles et pertinentes au suivi de votre patient peuvent être enregistrées et conservées. Vous n'avez pas besoin de enregistrer toutes les informations évidemment dans votre logiciel ou même enregistrer d'une façon informatique. Donc ça, vraiment, il y a ce principe de limitation, de cadrer en fait les données qui sont nécessaires au traitement du patient. Et on va également aborder la fameuse conservation des données collectées. La conservation, en fait, il y a une durée légale. Il faut savoir qu'il y a tout un tas de lois qui légifèrent, disons, sur cette durée de conservation. Alors, la date apparemment qui a été prise par le Conseil de l'Ordre reste les fameux 20 ans à compter de la date de la dernière consultation du patient. C'est-à-dire qu'en théorie, une fiche de patient doit être conservée 20 ans tant qu'il y a une consultation. Évidemment, à cela s'ajoute tout un tas de détails, enfin de critères particuliers. Si en cas de patient décédé, évidemment, il y a un autre délai à respecter. Également, en cas de contentieux, ces délais sont levés, donc il n'y a pas besoin de supprimer la fiche. Mais également pour les patients mineurs. Vous avez également une petite particularité sur le délai de conservation. Alors, à vrai dire, également pour la télétransmission, il y a une petite particularité. En fait, les feuilles de soins électroniques transmises doivent être conservées 90 jours. Et si on s'en tient théoriquement au RGPD, en fait, toute donnée qui a, dépassé sa limite de traitement, eh bien, doit être supprimée et non pas apparemment archivée. Donc, pour le moment, évidemment, vous pouvez archiver, mais en théorie, ces données devraient être supprimées à l'avenir. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne tout simplement la conservation des données. Et là, on parle de données médicales, évidemment. C'est-à-dire qu'un patient exerçant son droit de suppression de données, eh bien, on parle de données administratives. Évidemment, en dessous de ces 20 ans, si un patient se présente au cabinet et veut exercer son droit de suppression, les données devant être supprimées sont les données qui ne sont pas des données de santé. La photo du patient, l'adresse du patient, ce genre de choses. Mais les données de santé doivent être conservées 20 ans. Donc, on a vu un petit peu ce que sont les données et quelles sont les règles régissant un petit peu la conservation de celles-ci et leurs limitations. Toutes ces règles, le RGPD, en fait, impose l'information au patient. C'est-à-dire qu'au niveau du cabinet, dans l'idéal, au niveau de la salle d'attente, évidemment, une affiche qui intègre tout un tas d'informations concernant justement tous les droits à l'égard, évidemment, des conservations de données du cabinet. Alors, ça doit comporter tout un tas d'informations. Dans le fameux guide de la CNIL, vous avez vraiment un modèle carrément que vous pouvez adapter en fonction de votre activité. Et donc, ce modèle comporte ces informations, évidemment, le nom de l'opérateur de traitement, la finalité, la destinataire, la durée de conservation des données, les droits des personnes, le caractère obligatoire des données fournies et donc également l'utilisation ultérieure des données. Également, ça doit contenir en fait les droits du patient, c'est-à-dire accéder aux données, rectifier les données, s'opposer au traitement et effacer les données. Donc tout cela dans une petite affichette, ça permet de se conformer à cette obligation. Alors, on reste dans l'aspect administratif du RGPD. Donc là, c'est un petit peu moins glamour, j'ai envie de vous dire. Au niveau des traitements de données, tout ceci doivent être référencés dans un registre. Alors, comment ça se passe? En fait, vous avez donc un registre, le registre d'activité de traitement de données, qui est donc un document sur lequel vous avez, je vous montrerai ensuite un exemple, un tableau en fait qui référence tous les traitements et chacun des traitements référencés doit faire l'objet d'une fiche de traitement détaillée. Et donc, évidemment, tout ça, c'est lié au registre de traitement.
Alors, qu'est-ce que doit contenir le registre de traitement? Encore une fois, ce fameux guide nous indique que eh bien, le registre en lui-même, c'est relativement simple. On a un tableau, on a l'activité de traitement de données et on a un bref descriptif de la désignation de l'activité. Donc ça, c'est relativement simple. Par contre, et là où c'est un petit peu plus compliqué, eh bien, chacune de ces activités doit faire l'objet d'une fiche. Et dans cette fiche, vous avez tout un tas de critères en fait à apporter. Alors, ils sont listés ici dans le guide de la CNIL concernant le traitement des données de santé. Eh bien, vous avez un vrai exemple complet, très bien fichu, que vous pouvez adapter en fait aux différents traitements. Je vous conseille clairement de vous reposer dessus. Hein. Il est bien fait, il est prêt, disons, formaté. Il y a juste à appliquer en fait en fonction du traitement que vous effectuez. Donc évidemment, il y a tout un tas de critères à respecter et à rentrer dans cette fiche pour qu'elle soit conforme. Donc les finalités de traitement, les personnes concernées, les données personnelles collectées, les catégories destinataires, etc. Donc vous avez tout un tas de choses à rentrer dans ce document. Donc, on a vu un petit peu tout ce qui est aspect administratif, la collecte des données, pardon, leur cadre, l'aspect administratif, l'information, le fameux registre. Eh bien, avec tout cela, donc on a toutes les informations. Maintenant, évidemment, on va s'intéresser un petit peu à la sécurité des données du cabinet. Évidemment, on va donner quelques chiffres quand même sur la perte des données en France. Donc, on est sur 31% des utilisateurs de PC qui ont perdu tous leurs fichiers en raison d'événements qui ne sont pas de leur volonté. Évidemment, 25% de tous les utilisateurs de PC connaissent des pertes de données dans l'année et donc 96% de toutes les stations de travail ne sont pas sauvegardées. Évidemment, avant de se lancer dans la sécurité, dans l'idéal, il faut faire quand même un état des lieux, disons, des accès, des vulnérabilités potentielles, des failles. Je vous ai mis quelques petits exemples en fait concernant qu'est-ce qui peut impacter l'intégrité des données. Donc, le système d'exploitation, je vais rentrer évidemment en détail dans chacun de ces points-là. Donc, le système d'exploitation, l'accès aux ordinateurs, hein, le fait d'accéder aux ordinateurs, la sécurisation, disons, la connexion Internet, hein, qui est donc évidemment une vulnérabilité potentielle du cabinet, la messagerie électronique, les échanges, les sinistres, évidemment, les vols, etc. Donc, ça peut impacter les données de santé du cabinet, les données du patient, les données personnelles. Alors, les données, c'est assez, disons, nébuleux. On a du mal à se rendre compte un petit peu de l'importance de tout cela. C'est pas palpable, hein, c'est pas comme le matériel du cabinet, évidemment. Hein. Tout cela, disons que tout simplement, c'est remplaçable, hein, c'est du matériel. Évidemment, c'est un coût défini, très simple d'ailleurs à définir et on pourra définir, disons. Et donc, ça, c'est quelque chose de palpable et on se fait bien à l'idée de la valeur de ce matériel. Par contre, les données, c'est un peu plus, disons, c'est un peu plus compliqué quand même pour l'évaluer. Par contre, donc, ce qu'on peut dire, c'est que les données, tout simplement, c'est des données médicales. Il y a un cadre juridique concernant ces données, un cadre médico-légal à tout cela. Également, ce sont les données de gestion du cabinet, la gestion au quotidien. Et également, donc, c'est la traçabilité médicale des patients, mais aussi d'autres, de votre stérilisation, etc. Et c'est une base de travail alimentée au quotidien. En cas de perte, on peut dire qu'elle est totalement irremplaçable. Un cabinet, ça a beaucoup de mal à se remettre d'une perte complète de ses données. J'ai moi-même fait l'expérience de cabinet rencontrant ce type de problème. C'est une difficulté majeure pour le cabinet à se remettre de ce type disons, d'avarie de données. Donc, c'est irremplaçable et donc, disons, très difficile de donner une valeur à tout ça, tant c'est important pour le cabinet. Donc, on va voir également ce que dit le RGPD par rapport à la sécurisation des données, en fait, ce qui est obligatoire concernant l'opérateur de traitement. Ce que dit le RGPD, c'est que le responsable de traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. Voilà.
Par contre, également, lors de l'évaluation de ça, il doit en prendre en compte tout un tas de critères qui peuvent impacter les données, tels que la destruction, la perte, l'altération, la divulgation de données, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment, en gros, il faut se conformer, en fait, tout simplement, à cet aspect-là, donc l'article 33 du RGPD. Eh bien, on va balayer un petit peu tous ces aspects et quelles sont les bonnes pratiques, en fait, à apporter à tout cela. Alors, bien évidemment, comment protéger et sauvegarder vos données afin qu'elles soient intègres et sécurisées? Eh bien, tout simplement, évidemment, c'est en mettant en application des sauvegardes des données, les antivirus, les pare-feux, les mises à jour du système, les mots de passe, l'authentification et évidemment la sensibilisation du personnel. Évidemment, le personnel du cabinet doit être sensibilisé à la sécurisation des données. Et on va rentrer un petit peu dans le détail. Évidemment, le système d'exploitation. Alors, s'assurer que son système d'exploitation est à jour de ses versions. C'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'un système d'exploitation, ça propose des mises à jour permettant de corriger des failles de sécurité. Ces vulnérabilités peuvent être exploitées afin de porter atteinte à l'intégrité et la confidentialité des données. Évidemment, vous avez souvent des mises à jour système à effectuer. C'est un peu barbant de temps en temps, ça prend du temps, oui, mais pour votre sécurité, c'est vraiment essentiel pour la sécurité des données. Également, utilisez surtout un système dont le support est assuré par l'éditeur. Vous avez des systèmes, disons, vétustes, qui ne sont plus maintenus à jour, et ceux-là sont exposés gravement, en fait, à des vulnérabilités, hein, tout ce qui peut être virus ou même attaque informatique. Et tout cela, eh bien, sur un système d'exploitation, disons, non supporté, eh bien, les corrections ne seront plus apportées. Donc, à ce moment-là, vous êtes tout le temps vulnérable au problème. Et effectivement, on peut regarder que là, sur les différents systèmes listés, donc ça va de Windows XP à Windows 10, eh bien, la date d'arrêt de support étendue, ce qui indique qu'il n'y a plus de mise à jour de sécurité, elles ne sont plus corrigées, eh bien, la date de Windows XP et de Vista, eh bien, elles sont dépassées. Il n'y a plus de mise à jour de sécurité pour ces deux systèmes d'exploitation. Il faut les abandonner. Pour se conformer au RGPD, il ne faut absolument pas être sur ces deux systèmes d'exploitation. Également, au niveau de Windows 7, on peut voir que à partir du 14 janvier 2020, qui est quand même l'année prochaine, ce qui est relativement proche, eh bien, il n'y aura plus de mise à jour de sécurité. Donc, c'est également important de ne pas se laisser surprendre par cela. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire au niveau des systèmes d'exploitation. On va continuer sur la sécurisation. Eh bien, on va parler également de configuration d'identification. Pour se prémunir au minimum contre l'accès non désiré aux données, la configuration d'identification est vraiment essentielle. Et il y a des méthodes très simples. Tout simplement, Windows vous propose déjà la fameuse identification d'ouverture de session. Donc ça, j'ai envie de vous dire, c'est la base. C'est très simple à mettre en place. C'est quelque chose très simple à mettre en place. Également, il y a donc le mot de passe d'accès au logiciel, qui est également une sécurité à effectuer au niveau de votre logiciel. Et on termine par l'authentification par carte PS. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, en gros, c'est une méthode de sécurisation à évoquer dans vos fiches de traitement. Évidemment, à quoi va vous servir cette carte? À télétransmettre, évidemment. C'est une méthode de sécurisation de télétransmission. Donc, c'est ce que Cézanne Vital vous propose. Mais également, dans d'autres applications, ça va pouvoir vous servir. Par exemple, accéder à vos espaces pro, à pourquoi pas utiliser une boîte mail sécurisée via l'authentification de carte PS. On appelle ça en fait un moyen d'authentification fort, donc extrêmement chiffré et donc avec une carte. Donc voilà, ça c'est un système de sécurisation, d'identification. On va continuer évidemment sur les antivirus. Alors évidemment, vous connaissez tous ce qu'est un antivirus. C'est un logiciel évidemment incontournable à la sécurité de l'environnement informatique. L'antivirus permet d'identifier, neutraliser et éliminer les logiciels malveillants. Alors évidemment, il en existe une palanquée. Il y en a énormément avec différents niveaux de sécurité et je ne peux vous conseiller évidemment que d'en installer sur dans tous les ordinateurs du cabinet, hein, parce qu'à partir du moment où il y a un ordinateur qui n'a pas d'antivirus, eh ben, c'est une faille dans le réseau du cabinet. Eh bien, donc, il doit être installé partout et donc surtout, il doit être, disons, correctement paramétré afin qu'il n'entrave pas le bon fonctionnement des logiciels. Pourquoi? Parce que certains antivirus
Ils sont tellement, disons, efficaces qu'ils peuvent entraver ou interférer, disons, avec des fonctionnements logiciels. Alors, s'ils sont bien paramétrés en créant des exclusions, eh bien, tout cela est tout simplement facilement contournable. Donc ça, évidemment, ça a à voir avec tout ce qui est votre maintenance informatique. Et on va terminer, évidemment, sur les bonnes pratiques de sauvegarde. Évidemment, la sauvegarde, elle est plus qu'essentielle. Perdre des données, c'est juste, un cabinet ne peut pas se permettre de perdre des données. Et une sauvegarde, c'est quoi? C'est pas une bouée de sauvetage, c'est même pas un Zodiac de sauvetage, c'est un autre bateau. C'est un autre bateau qui a un petit peu moins de kilométrage, mais qui vous permet de rester complètement à flot. Alors, quelles sont les bonnes pratiques de cette fameuse sauvegarde? Évidemment, d'expérience, moi-même, j'ai eu affaire à des cabinets qui avaient perdu toutes leurs données. Et je vais un petit peu évoquer les défauts qui m'ont été remontés justement à ce niveau-là et les corrections possibles. Par exemple, la base, c'est la multiple version de sauvegarde. Pourquoi? Tout simplement, par exemple, dernier petit exemple en date, ces derniers temps, il y a eu le fameux virus qu'on appelle les cryptolockers, que vous connaissez peut-être. Ce sont des virus en fait qui cryptent les données avec une sollicitation, disons, pécuniaire pour débloquer les données, et généralement qui ne fonctionne pas. Eh bien, un cabinet qui a rencontré ce problème, donc qui ne s'était pas rendu compte globalement du problème, qui m'avait dit globalement que ces données, son ordinateur commençait un petit peu à dysfonctionner, sans se rendre compte, du coup, il a continué à travailler, et en fin de compte, à la fin de la journée, il a sauvegardé ces données. Le lendemain matin, il se rend compte que toutes ces données sont inexploitables, et nous contacte, et on regarde un petit peu ce qui se passe, et on se rend compte également que sa sauvegarde, étant donné qu'il a sauvegardé ces données cryptées, eh bien, sa sauvegarde a été cryptée. Je lui pose la question, cher docteur, avez-vous une autre sauvegarde? Eh bien, écoutez, non, chaque fois je fais la sauvegarde sur le même support. À chaque fois, en fait, il écrasait sa sauvegarde. On n'a qu'une seule version de sauvegarde. Si celle-ci est compromise, eh bien, on perd ses données. Alors, évidemment, la multiple version de sauvegarde. Différentes versions des fichiers de données doivent être disponibles. C'est essentiel. Second cas de figure, la délocalisation de la sauvegarde. Une sauvegarde, ça ne reste pas au cabinet. Enfin, ça peut rester au cabinet, mais il faut se prémunir contre cela avec un autre système de sauvegarde délocalisé. Pourquoi? Un cabinet, il se fait cambrioler. Il avait laissé sa sauvegarde connectée sur son ordinateur. Malheureusement, le cambrioleur n'avait pas pris soin de déconnecter la sauvegarde, laisser sur le bureau et prendre l'ordinateur. Tout le matériel informatique est donc dérobé. On se retrouve avec une sauvegarde dans la nature, sans possibilité de récupération. Une sauvegarde, ça se délocalise, ça ne reste pas sur place. Évidemment, en cas de sinistre, de feu ou quoi que ce soit, eh bien, la sauvegarde ne doit pas rester au cabinet. Second cas de figure, on a évidemment la vérification d'intégrité de la copie de sauvegarde. Qu'est-ce que ça veut dire? On a donc une sauvegarde qui s'effectue. On ne sait jamais trop comment ça fonctionne. On sait que ça marche d'ailleurs. On voit des fenêtres s'ouvrir. Mais bon, on n'a jamais eu besoin de l'utiliser. On espère que ça fonctionne. Eh bien, d'expérience, encore une fois, un cabinet qui rencontre des problèmes de données, il me demande de revérifier sa sauvegarde. Effectivement, il m'assure que sa sauvegarde fonctionne. Je vérifie. Dans sa sauvegarde, je me rends compte, cher docteur, eh bien, elle n'était pas paramétrée correctement depuis 2008. Eh bien, vous sauvegardez un répertoire périmé. C'est-à-dire que la sauvegarde en effet fonctionnait, mais elle ne sauvegardait pas correctement les données. Donc ça doit évidemment être assuré et il faut vérifier évidemment que la sauvegarde évidemment les bonnes données. Et enfin, on termine, également, pardon, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, pardon, sur la délocalisation des données, si jamais vous utilisez un système qui héberge les données autre part sur des serveurs dédiés, disons, eh bien cet hébergeur doit être certifié hébergeur de données de santé. Très important. Excusez-moi, j'en reviens au chiffrement. Donc évidemment, toute sauvegarde effectuée, doit être chiffrée, tout simplement pour protéger les données personnelles des patients. Donc voilà,
un peu toutes les bonnes pratiques de la sauvegarde. Et évidemment, Julie propose des solutions qui corrigent évidemment tout ça, et donc qui prend en compte toutes ces problématiques, et donc qui n'est autre que Julie Backup. Donc voilà, en ce qui concerne un petit peu toute la gestion des données personnelles du cabinet dentaire. On va terminer quand même évidemment sur les sanctions en cas de non-respect de cette réglementation RGPD. Eh bien, alors, sachez que déjà, au niveau des contrôles du RGPD, l'autorité en France, c'est la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Donc, c'est un contrôleur de la CNIL qui peut se présenter au cabinet et donc contrôler un petit peu tous les fonctionnements de traitement de données. Les sanctions. Alors, une amende administrative ne pouvant excéder les 20 millions d'euros, s'agissant d'une entreprise, 4% du chiffre d'affaires annuel mondial total. Voilà. Donc ça, c'est pour, disons, la plus grosse sanction possible et imaginable. Évidemment, avant d'arriver à une telle sanction, la loi prévoit, dans le cas du non-respect du règlement, un échelonnage des fonctions en fonction de la gravité, la durée de la violation, etc. Et évidemment, cela va du simple rappel à l'ordre, à la mise en demeure, jusqu'à enfin la saisie de l'information restreinte de la commission en vue des sanctions plus étendues, évidemment, dans le cadre de très gros problèmes et de très grosses fuites de données. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le traitement des données du cabinet dentaire. Pour toutes les questions concernant cette présentation, eh bien, veuillez les adresser à l'adresse suivante, dynamique@julie.fr. On se fera un plaisir de répondre à toutes les questions que vous avez à ce niveau-là. Je réitère quand même, allez sur le site de la CNIL, allez consulter le fameux guide très complet concernant les données de santé et le RGPD. C'est très intéressant. Ça fait quand même un nombre de pages assez important, mais vous avez tout un tas d'exemples d'affichage, de documents que vous pouvez facilement transposer au cabinet. Donc, c'est très, très important. Et nous, on va se retrouver pour la prochaine conférence en ligne. Ça sera le 1er février 2019. Et là, on sort du réglementaire et on va parler des bonnes pratiques de la relation du patient d'un cabinet dentaire. Avec une première partie, on va parler en fait en dehors du cabinet, le patient en dehors du cabinet. Et donc, je vous remercie évidemment pour votre participation à cette conférence et je vous dis à très bientôt, d'ailleurs en février, voire même en région lors de nos déplacements. Et voilà, je vous souhaite également un bon appétit et un bon week-end. Au revoir.